BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon. Notre invité, c'est Cyril Chabagnier, nouveau président de la CFTC. Merci encore une fois d'être avec nous. Vous venez d'être élu à l'occasion du 53e congrès de votre syndicat et qui fêtait ses 100 ans, la scission avec la CFDT. Cyril Chabagnier, vous avez été élu pour quoi faire ? J'ai été élu pour essayer de rajeunir, de féminiser, dynamiser, dynamiser le syndicat, et puis en même temps d'essayer de pouvoir proposer un syndicalisme moderne, parce que je crois qu'aujourd'hui les gens ont envie de s'investir, et malheureusement ils ne viennent pas assez dans les syndicats, parce qu'on ne répond pas suffisamment à leurs attentes, donc de voir un petit peu le syndicalisme différemment. La CFTC, c'est réformiste, comme la CFDT, et chrétien. Aujourd'hui, est-ce que vous affirmez ces deux jambes de votre syndicat, qui est le plus petit quand même des syndicats, juste en dessous des 10%. Du reste, votre vocation, vous nous l'avez dit, votre ambition, c'est d'aller au-delà des 10%. D'aller au-delà de 10%. Alors oui, je réaffirme évidemment ces deux jambes, comme vous avez dit. Il y a le côté réformiste, on est très attaché, puisque le syndicalisme et la morale sociale chrétienne, c'est justement d'être constructif, d'être humaniste et d'être réformiste. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Et les valeurs sociales chrétiennes aussi, parce que je pense qu'elles sont d'autant plus à la mode aujourd'hui, contrairement à ce qu'on peut penser. Parce que justement, penser le syndicalisme par rapport à la personne et pas par rapport, par exemple, à son statut, on pourra le voir au niveau des retraites, c'est ce que je pense que les gens souhaitent aujourd'hui. Ouais. Objectif 10%, c'est faisable à quelle échéance, à votre avis ? Vous êtes à 9,48, 9,5 ? Oui, on est quasiment à 9,5, donc je pense qu'on espère pouvoir franchir la barre des 10% dès la prochaine mesure de représentativité, c'est-à-dire dès l'année prochaine. Ouais. Alors, vous arrivez à un moment très tendu, enfin, en tous les cas, c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on peut-être qu'on voit, et c'est la question que je vous pose, est-ce que pour vous, le climat social est très tendu ? Est-ce que vous redoutez ce mois de décembre ? Quelle est votre analyse du climat social en France aujourd'hui, Cyril Chabagnier ? Alors oui, le climat social est forcément tendu. On l'a vu récemment avec, déjà ce week-end avec les Gilets jaunes. On le voit avec l'appel à la grève du 5 décembre. Vous n'y êtes pas, hein, vous ? On n'y est pas. Je vous dirai pourquoi juste après. Mais le climat social est assez tendu et je pense que justement, on a besoin de clarté du gouvernement et on n'en a peut-être pas suffisamment aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a toute une série de réformes sur lequel, et on l'a vu avec le rapport Delvoye, il a été mis de côté juste après, il revient, il y a des changements, il y a des questions auxquelles nous on pose et que les concitoyens se posent pour lesquelles on n'a pas encore vraiment de réponse, et je pense que cette incertitude joue pas favorablement pour améliorer le climat, et donc c'est ce que nous on demande d'avoir des... Est-ce que vous pensez qu'il y aura une convergence ? Est-ce qu'il y aura une agrégation, des protestations Alors en tout cas, c'est ce qu'essayent de faire certains, de faire la convergence des luttes. Vous dirigez un syndicat maintenant. Alors nous, en tout cas, on n'est pas pour la convergence des luttes. Et on pense que c'est une erreur parce que quand on veut justement aller vers la convergence des luttes, on va souvent dans la concurrence des souffrances et donc on ne traite pas les sujets à fond. Donc je pense que c'est pas la bonne solution. Mais l'inquiétude, évidemment, on sent ce climat qui est compliqué et nous, on doit participer à rassurer. Et pour rassurer, il faut qu'on ait des réponses claires sur les différents sujets, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc évidemment, de l'inquiétude. Ce rapport du Conseil d'orientation des retraites dont on parle depuis ce matin, qui normalement sera officialisé, ce que me disait le ministre en charge de la fonction publique, que jeudi, qu'il y aura peut-être plus d'arbitrage. Il peut être encore amendé. Voilà. Il peut être encore amendé. Voilà, je vois que vous avez écouté, mais en tous les cas, vous avez reçu, vous l'avez reçu, ce rapport. Il dit que il n'y aura aucun équilibre en 2025 du système de retraite, qu'on sera plutôt entre 7 et 17,2 milliards d'euros. Votre réaction, vous vous attendez à quoi du coup ? Alors déjà, deux choses par rapport à ces chiffres. Déjà, on a été un petit peu surpris d'avoir ces chiffres au niveau, en milliards d'euros, ce qui n'est pas habituel, parce que généralement, on a un pourcentage de dépenses des retraites par rapport au PIB. Donc, il y a un peu un effet d'annonce quand même pour inquiéter. On se rend compte que quand on revient au niveau du PIB, c'est un écart de 0,1, 0,2 avec ce qui était prévu. Donc, c'est pas si important que ça. Et en même temps, on se rend compte que s'il y aurait un petit déficit en 2025, il pourrait être résorbé et retour à l'équilibre d'ici 2030. Donc j'ai pas une vision aussi alarmiste de ce qu'on a pu voir ce matin avec ce rapport. Et en tout cas pour nous, ça ne change pas notre priorité qui est d'avoir une réforme qui est sur un système, justement une réforme qui est systémique et pas paramétrique. Oui, donc vous êtes en train de nous dire, Cyril Chabagnier, en fait, le gouvernement a joué à se faire peur exprès, le corps, parce que c'est comme ça, c'est avant le 5 décembre, et puis ça peut faire accélérer
les choses. C'est ça que. Alors, je sais on pas est dans s'il la com. joue, C'est ça que vous je dites. sais pas s'il joue à se. Assumer. Alors j'assume, mais je sais pas s'il joue à se faire peur. Mais en tout cas, je suis surpris qu'on n'annonce pas les chiffres comme d'habitude en pourcentage, que ce soit 1 milliard d'euros. Après, vous en tirez les conséquences que vous voulez, mais moi, ça m'a en tout cas surpris. Et quel est l'objectif? Parce qu'on a entendu, par rapport d'ailleurs à ce rapport du corps, on entend tout et son contraire. Aujourd'hui, certains s'en servent pour dire il faut, avant de faire une réforme systémique, faire des réformes paramétriques, changer l'âge, modifier les cotisations, baisser les pensions, etc. D'autres en profitent pour dire carrément le contraire, qui est cette réforme systémique est plus que jamais nécessaire, et le rapport du corps va là-dedans pour dire qu'on doit aller encore plus rapidement dans cette réforme. Donc chacun l'interprète un peu comme il veut. C'est pour ça que je reste. Oui, mais vous dites quoi, ça va pas tuer la réforme, au contraire, elle est utile. Ah ben nous, on pense que ça ne doit pas tuer la réforme, oui. L'État, il va quand même, on va dire que vous et la CFDT... CFTC, s'il vous plaît. La CFTC... Avec la CFDT, oui. vous soutenez plutôt cette réforme des retraites, hein, non, il me semble. Alors, on soutient l'idée générale qui est d'un système de retraite par points. Oui. Ça, oui. Après, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose et on peut en faire de manière très différente. Donc, l'intérieur nous intéresse aussi. Voilà. Mais l'idée générale, oui. Voilà, c'est pour ça que je disais vous et la CFDT. Et la CFDT. Cyril Chabagnier, maintenant que les choses sont éclaircies, est-ce que la question de l'âge pivot, parce que là, il y a des données paramétriques, on voit bien qu'avec ce rapport, on dit, modifier soit la durée de cotisation, donc la réforme des retraites 2014 de Marisol Touraine, avec l'allongement du nombre de trimestres nécessaires, soit on modifie l'âge pivot. Alors nous, on souhaite toucher à aucun des deux. Donc on ne souhaite pas en tout cas toucher à l'âge des 62 ans, même si cet âge-là pose quand même un problème, et je me permets juste de le dire parce que le petit avantage avec l'âge à 64 ans, c'était quand même l'annulation de la décote, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, si on parle tout le temps de l'âge de 62 ans, on ne parle jamais que l'annulation de la décote en France, c'est 67 ans. Ouais. Et qu'on a une femme sur 4, parce qu'elles ont souvent des carrières hachées, malheureusement, doivent soit partir à 67 ans, soit avoir une minoration. Donc ça, c'est une vraie problématique. C'est pour ça qu'on avait entamé aussi la discussion autour de cet âge, et en tout cas, au moins, l'annulation de la décote, pouvoir le ramener à 64 ans, ce qui était assez intéressant. La difficulté autour de l'âge, elle est que aujourd'hui, pour nous, c'est pas possible pour des personnes qui auraient travaillé les 42 ans, arriver à 62 ans, leur demander de leur faire 1 an ou 2 ans supplémentaires gratuitement, si on veut le dire. Ça, c'est pas acceptable. Voilà. Après, je me permettais de nuancer en disant que cette réflexion autour de l'âge pouvait avoir aussi un côté positif qui était l'annulation de la décote. On s'intéresse beaucoup, nous, aux problématiques des femmes, et un quart des femmes qui sont obligées de travailler jusqu'à 67 ans, c'est une vraie problématique. Il faut quand même penser à y travailler dessus. Vous allez dire quoi, là, à Édouard Philippe, parce que Édouard Philippe, il va vous consulter. On est reçu lundi, oui. Oui. Donc, qu'est-ce que vous allez lui dire avec ce rapport ? Mais nous, on va lui dire lundi qu'on veut en tout cas rester sur la réforme systémique. D'accord. En tout cas, on veut pas que ce soit reporté. Mais pas de réforme paramétrique. Mais pas de réforme paramétrique avant. Alors, on peut d'ailleurs jouer sur 2 choses. On a un système de retraite avec des réserves qui sont autour de 20 milliards qui permettent de pouvoir compenser les 2-3 années de déficit qu'on pourrait avoir à partir de 2025. Les réserves, vous les prenez où ? C'est le FFR, c'est le fonds de réserve des retraites qui aujourd'hui est déjà alimenté et qui est à plusieurs milliards d'euros, pas loin de 20 milliards d'euros d'ailleurs, qui permettrait de pouvoir assurer assez facilement, même si je passe ce terme, 2-3 ans de déficit, alors pas 10 ans de déficit. C'est pour ça, parce que là, on parle de chaque année. Là, de chaque année, mais le déficit aujourd'hui qui est annoncé, c'est pour 2025, 2026, 2027, encore en 2028, 2029, il serait quasiment nul, 2030, le régime serait à l'équilibre, quel que soit le système économique qui serait mis en place. Donc c'est pour ça que je modère ce rapport du corps, et donc cette réserve permettrait, ces 3-4 années de déficit, de les compenser. Ça, c'est une première chose, donc de ne pas toucher à cette réforme systémique. En tout cas, on ne va pas, nous, dans des réformes paramétriques. À chaque fois, on pose un peu les mêmes questions, mais parce que c'est intéressant d'avoir en fonction de son interlocuteur. Donc vous, je répète, nouveau président de la CFTC, sur la question de la clause du grand-père, est-ce qu'il faut la généraliser ou est-ce qu'il faut la limiter à la RATP, par exemple, pour désamorcer ce qui est le 5 décembre. Comment est-ce que c'est quoi votre position ? On n'est pas très favorable à la clause du grand-père pour la simple et bonne raison qu'on va mettre en place un système qui va prendre pleinement son effet que dans
40 ans. Oui, mais comment vous faites avec les profs, avec la RATP? Franchement, là, c'est compliqué. Il y a des moyens de compenser. Et c'est ça qu'on essaie de dire au gouvernement, c'est qu'il y a des voies de passage dans cette réforme systémique. On peut harmoniser, alors pour les enseignants, on peut harmoniser les primes. C'est vrai que ça a un coût si on harmonise les primes, qui est important. Mais de l'autre côté, il ne faut pas oublier aussi... Oui, mais si vous harmonisez, ça serait éventuellement que sur la dernière année. Vous n'allez pas le faire sur toute la carrière du professeur, si? On peut trouver un système. Aujourd'hui, les professeurs sont à peu près à 7% de prime en moyenne, alors que le reste de la population est aux alentours de 22%. Oui. On peut réussir à harmoniser, ça a un coût de plusieurs milliards d'euros. Ceci dit, ça pourrait être compensé parce qu'avec le régime systémique, c'est plus l'État qui paye les pensions, c'est le régime qui s'autofinance et c'est aussi en parallèle des milliards d'euros qui sont économisés. Donc il y a des voies de passage. Oui, c'est ce que disait Olivier Dussopt ce matin. Oui. Encore faut-il en discuter et voilà, c'est pour ça qu'il y a des voies de passage sur ça. Après la clause du grand-père, si c'est une réforme dans 40 ans qui prend pleinement ses effets, on est un monde et on passe le temps à la CFTC de dire qu'on est un monde en bouleversement qui change de mois en mois, d'année en année. Honnêtement, ça me paraît très compliqué d'activer cette clause. Vous êtes jeune, vous avez quel âge? 46 ans. 46 ans. C'est gentil de me dire jeune. Oui, parce que ça, en l'occurrence. Parce que la grande question, c'est de dire, il faut qu'on fasse quelque chose, sinon les jeunes, ils vont à la limite même plus cotiser parce qu'ils vont se dire, de toute manière, nous, on n'aura plus rien. Donc, souvent, c'est tout le système qui s'effondre. Est-ce qu'il y a un risque pour vous ou pas? Le risque, ce serait de ne pas faire de réforme. Ça, c'est un risque. Aujourd'hui, oui, moi je parle aussi avec beaucoup de jeunes qui me disent la retraite, c'est pas très important, je préfère voir aujourd'hui mes revenus quotidiens parce que la retraite, je suis pas sûr d'en avoir une. C'est dramatique comme discours, donc il faut les rassurer, il faut pérenniser. Je pense que le régime qu'on pourrait faire systémique va là-dedans. Et enfin, il y a une chose qui est sûre aujourd'hui, c'est aussi pour ça qu'on veut une réforme, pas n'importe quelle réforme, mais qu'on veut une réforme, c'est que le système actuel, il est tout sauf juste. Il est peut-être très juste pour quelqu'un qui rentre dans une entreprise à 20 ans, qui fait ses 42 ans et qui part à 62. On y répond parfaitement, mais comme vous le dites, c'est de moins en moins. On a des gens aujourd'hui, non seulement qui changent d'entreprise, mais qui changent de statut. Et quand vous faites 4 ou 5 statuts différents dans votre vie, vous êtes chauffeur Uber, salarié ou fonctionnaire passé un moment ou auto-entrepreneur, c'est juste une injustice totale quand vous arrivez à la retraite. Est-ce que la grève de la RATP, c'est pour vous, donc elle est justifiée ou pas justifiée? Si vous préférez, on comprend que qu'ils soient inquiets. Donc jusqu'à là, il n'y a pas de souci et ça on peut comprendre. Il y a des régimes spéciaux aujourd'hui, il y a des inquiétudes, il n'y a aucune réponse à ces personnes-là, donc l'inquiétude est légitime. Maintenant, c'est encore un peu tôt pour nous parce qu'on a eu un rapport Delvoye qui a été mis en partie de côté, repris, remis de côté, donc on n'a pas de réponse et surtout on n'a aucun projet de loi, on n'a pas une première ligne d'un projet de loi. Donc pour nous, dans notre façon de faire du syndicalisme, c'est compliqué d'aller à la grève quand on n'a pas une seule ligne du projet de loi. Oui. La grève pour nous, c'est une fois qu'on a le projet de loi, qu'on sait qui ne va pas. Derrière, après on fait autre chose. Oui, c'est vrai qu'on ne sait plus très... Comment vous jugez la communication du gouvernement autour de cette réforme des retraites? C'est, je pense, un des gros problèmes et qui accentue l'inquiétude. C'est que là, on a peu de communication, ou en tout cas, quand on a de la communication, de jour en jour, de semaine en semaine, c'est parfois pour dire un peu l'inverse de la semaine précédente. C'est pour ça que nous, lundi, vous me disiez, on va rencontrer le Premier ministre, c'est justement d'essayer d'avoir de la clarification et d'avoir des réponses à nos questions. Oui. Vous pourriez changer de position, c'est-à-dire, je sais pas, de participer à ces mouvements si lundi, vous n'avez pas vos réponses? Alors je pense qu'on n'aura pas suffisamment de réponses pour participer au mouvement du 5 décembre. Ah. Par contre, si ça n'a pas dans le sens qu'on veut aller, évidemment, on se garde le droit de participer à d'autres mouvements par la suite. Oui. On espère qu'on n'ira pas là-dedans. Demain, il y a un point important, évidemment, c'est la présentation du plan hôpital. Oui. La CFTC est présente dans les hôpitaux. Oui. Vous en attendez quoi? C'est-à-dire qu'il y aura une reprise de la dette, sans doute, mais Bruno Le Maire a été clair en disant, mais à condition qu'il y ait de l'autre côté des données de réforme, des hôpitaux, de l'administration, des soignants. Comment vous vous positionnez? On est très en attente d'ailleurs des mesures qui seront données demain. Les arbitrages, ils sont en ce moment même. Les arbitrages sont en ce moment même. Alors sur la partie redéfinir un petit peu cette politique, nous on va complètement là-dedans. D'ailleurs, on voulait un petit peu décharger les hôpitaux de certaines fonctions qu'elles ont aujourd'hui, parce qu'on est très sur le développement des maisons de santé, d'avoir toute une partie de la santé qui se fasse sur le territoire, ce qui permet d'ailleurs de faire des économies au niveau des hôpitaux et que les gens n'aillent plus à l'hôpital pour tout et n'importe quoi. Donc ça, c'est une première vraie fonction. Et ensuite, on a quand même des demandes qui sont assez claires sur des recrutements d'effectifs, parce qu'il y a un problème aujourd'hui, des investissements au
au niveau de l'équipement, aussi de manière très très importante, un problème au niveau des salaires. On a une fuite aujourd'hui des talents des hôpitaux vers le privé, donc il y a des mesures rapides à faire chez les hôpitaux et des mesures qui sont un peu plus sur du long terme, sur une révision de la politique santé. Cyril Chabagnier, là, on a regardé un peu comment votre position de la CFTC, dont vous venez de prendre les rênes par rapport au gouvernement, par rapport au dialogue social, notamment avec les autres partenaires sociaux. Vous voyez dans quelle posture parce qu'on a bien vu que le dialogue social, il n'a pas marché sur l'assurance chômage. Du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est le gouvernement qui a décidé, Muriel Pénicaud, avec une réforme assez dure. Là, il y a d'autres enjeux de négociation. Comment est-ce que vous voyez les choses? Vous dites qu'il faut qu'on mette tout sur la table et qu'on reparte sur de nouvelles bases. Comment vous... Une chose qui est sûre, c'est qu'il faut tout mettre sur la table, ça c'est sûr, et qu'on reparte sur des nouvelles bases, oui. Alors il y a quand même eu du changement, parce que le dialogue social a été très compliqué dans tout le début de la mandature. Et on a vu d'ailleurs avec un peu de mise à l'écart parfois des corps intermédiaires. Aujourd'hui, en tout cas, sur la réforme des retraites, il y a un vrai dialogue social. Oui, non, mais entre vous, le dialogue social, je parle entre vous, parce qu'on voit qu'entre les syndicats patronaux, les syndicats de salariés, je veux dire, la discussion, elle est compliquée. Alors oui, il faut se remettre aussi autour de la table, et on essaie de le faire. En tout cas, au moins nous, les réformistes, on essaie de pouvoir entre nous discuter et discuter aussi avec le patronat. On essaie de discuter avec tout le monde, mais avec certains, c'est plus facile que d'autres. Et oui, c'est quelque chose qui nous inquiète. Aujourd'hui, en plus, on ne peut pas. Les dossiers sont tellement importants qu'on ne peut pas les faire avancer tout seul. On n'a ni le poids ni la compétence pour les faire avancer tout seul. Oui, donc, si on n'arrive pas à travailler ensemble, à se mettre d'accord, c'est bien compliqué. C'est pour ça qu'on va essayer de retravailler sur ça. Et aujourd'hui, on essaie de se voir aussi entre nous, de se dire, il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on fasse avancer, parce que sinon, de manière isolée, on ne fera rien avancer. On a besoin de porter certains sujets en commun, en tout cas sur un certain nombre de points. Juste, quel rapport je pensais à ça, parce que Laurent Berger était notre invité là, ici même, donc secrétaire général de la CFDT. Il tenait des propos assez durs sur Muriel Pénicaud. Visiblement, le courant ne passe absolument plus avec les ministres du Travail. C'est le cas pour vous? Alors moi, je la rencontre la semaine prochaine aussi, donc j'aurais quand même du mal à juger avant de l'avoir rencontrée. Elle est venue du reste à votre congrès. Il y a une semaine. Alors elle est venue à notre congrès, elle a tenu un discours peut-être politique, mais en tout cas assez sympathique à notre rencontre, donc on peut lui faire gré de ça. Et donc je la vois la semaine prochaine. Je vous dirai dans une prochaine interview, si j'ai le plaisir de revenir, comment sont nos relations avec Madame Pénicaud. Je pense en tout cas qu'aujourd'hui, elle se rend compte quand même que la distance qu'elle a pu prendre parfois avec les syndicats réformistes, c'était pas une bonne idée. Et en tout cas, nous, à notre congrès, elle a dit qu'elle nous avait besoin de travailler avec nous. Le torchon, il brûle vraiment avec Laurent Berger, donc peut-être que vous allez faire le pont entre les deux, mais on va essayer de faire en sorte. Je pense que le gouvernement a besoin de syndicats réformistes. En tout cas, mais pour ça, il faut les respecter, travailler avec eux dans un vrai dialogue social. Oui, non, mais ça, c'est de la pub. Ça, je vais dire, ça, c'est des vœux pieux. La réalité, c'est beaucoup plus compliquée. C'est pas des vœux pieux, justement, parce qu'on a vu que quand le dialogue social était pas... ça serait un miracle. Non, ça serait pas un miracle, parce que quand on voit que le dialogue social n'est plus au rendez-vous, on se rend compte de ce que ça a produit. Ça a été le mouvement des Gilets jaunes, avec tous les débordements qu'il y a pu avoir ensuite, même si je mélange pas les deux, et qu'avoir des interlocuteurs qui se mettent autour de la table avec une volonté de faire avancer les choses, ça peut être utile pour les concitoyens et pour le gouvernement. Je pense qu'ils comprennent ça aujourd'hui. Est-ce que, Cyril Chabagnier, c'est pas le moment de... On dit qu'il y a toujours trop de syndicats en France, le taux de syndicalisation est très faible. Alors, il faut dire que c'est pas la même... On parle beaucoup de l'Allemagne où le taux de syndicalisation est beaucoup plus important, mais sinon, vous n'avez pas de mutuelle. Donc, c'est sûr que ça vous incite à vous syndiquer. Et c'est pas le moment de vous rapprocher de la CFDT pour créer un gros syndicat et puis, qu'il y ait 3-4 syndicats en France et tout? Vous savez, d'abord, il n'y a pas pléthore non plus de syndicats, il ne faut pas exagérer. Et je ne crois pas que la solution soit de se rapprocher. On a chacun nos spécificités, elles sont importantes. Et dans il y a la question de la représentativité quand même qui joue. Aujourd'hui, les 5 sont représentatifs et a priori sont plutôt en légère... Alors la représentativité est à 8%, on est quasiment à 10%, donc la représentativité est acquise. On est plutôt dans une voie d'augmentation, même si elle est un peu trop légère et que je veux la dynamiser. Donc le problème il n'est pas là. Moi j'ai fait toute une partie de la... c'est un problème, mais bon. Les 5 sont représentatifs. En tout cas, moi j'ai fait une motion d'orientation dans laquelle j'ai dit que je souhaitais ne pas me renier et coopérer. Voilà, donc c'est être soi-même et coopérer. Et je crois que c'est ça aujourd'hui notre volonté. Chacun a ses spécificités et doivent les garder car c'est important. Et en même temps, on a l'obligation de pouvoir travailler ensemble sur un certain nombre de sujets. Voilà. Mais là, en même temps, vous êtes être soi-même et coopérer. Là, vous êtes assez aligné sur la position de la CFDT, en tous les cas, sur les gros dossiers.
heureusement qu'il y a quand même des sujets sur lesquels on peut se retrouver, qu'on peut travailler ensemble. Donc, on est aligné sur le principe d'un régime universel. Après, on a des spécificités. Nous, aujourd'hui, on est très fiers à la CFTC d'avoir été les seuls, par exemple, à avoir demandé et peut-être obtenu, on le verra dans le futur, le fait que la majoration dès le premier enfant, les seuls à l'avoir demandé, les seuls à avoir parlé de la pension de réversion, qui était une injustice totale. Donc il y a des sujets sur lesquels c'est pas gagné sur le taux de réversion. C'est pas gagné. On avait des engagements du gouvernement, j'espère qu'ils seront tenus jusqu'au bout. Mais de prendre 70% des revenus du couple, c'est une grande avancée. Et vous voyez, sur ces deux sujets-là, la majoration dès le premier enfant et la pension de réversion montrent l'utilité d'avoir un autre syndicat que la CFDT, qui est la CFTC. Vous nous direz, en l'occurrence, sur le taux de réversion, si vous avez encore eu des assurances, elles ont été maintenues lundi quand vous allez rencontrer le Premier ministre. Ça m'intéresserait beaucoup. Merci beaucoup, Cyril Chabagnier, d'avoir été avec nous, président de la CFTC, nouveau président. Bonjour, j'interviewe aujourd'hui le futur. Allô, le futur? Ici le présent, vous m'entendez? Allô? Je vous entends pas. Je disais ici le présent, et on voudrait vous parler de retraite. Allô, allô? Pour améliorer la liaison avec votre futur, préparez-lui sans attendre une belle retraite tout en réduisant vos impôts avec le plan épargne retraite d'AXA. Contactez votre conseiller AXA ou rendez-vous sur AXA.fr. AXA, numéro 1 de l'épargne retraite en France. Rapport FFA 2018 selon les limites des dispositifs fiscaux du contrat PER. AXA.